Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonne année 2021 à tous. Merci de faire confiance à Malaika Télévision et bienvenue dans ce tout premier numéro de votre magazine Route Principale. Route Principale, c'est cette émission qui vous présente différents visages de notre province au Katanga et tous ceux-là qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire en dehors de la province, même en dehors de notre pays. Mesdames et messieurs, ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter un visage peut-être connu de certains, mais les autres pourront découvrir pour la première fois ces visages sur ces plateaux. C'est un visage d'un homme politique très engagé qui a accepté de répondre à notre invitation et surtout en ces premiers numéros. C'est pour nous un honneur de vous recevoir sur ces plateaux. Honorable Jean-Louis Kalamba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir, merci. Vous allez bien? Très très bien. Bonne année. Merci à vous autant. Merci. Encore une fois, merci à vous pour cet honneur que vous nous offrez ce soir sur Malaika Télévision. C'est un plaisir de partager avec vous ce plateau. Jean-Louis Kalamba Nguindou, commissaire provincial de transport et tourisme. Vous êtes avocat au barreau de Lubumbashi et du Kasaï central. Vous êtes coordonnateur national de ADFAT. Vous êtes chercheur indépendant en droit électoral. Doctorant en droit. Doctorant en droit privé, constitutionnel. Merci pour ces détails. Merci. Beaucoup de qualités que nous allons découvrir ce soir. Moi, je vous ai présenté de ma manière. Mais ici, les téléspectateurs veulent savoir, qui êtes-vous? C'est quoi votre parcours? Vous venez d'où? Et vous faites quoi concrètement? Wow, c'est une question multidimensionnelle. Voilà. Je viens d'où et je fais quoi? J'ai plusieurs casquettes. Voilà. Comme vous l'avez dit, je suis marié, père de 7 enfants. Je suis congolais d'origine, de père et de mère. Je suis né ici à Lubumbashi. Je fais mes études à Likasi, primaire à Likasi, secondaire à Kananga, à l'Institut Lumière des Nations de l'Église orthodoxe. Mes études universitaires en droit public à Lubumbashi, précisément à l'université de Lubumbashi. Et actuellement, je fais mes recherches indépendantes en droit électoral et je suis doctorant en droit constitutionnel de l'université de Lubumbashi. Je suis acteur politique du parti DPS, dont j'ai le mandat parce que j'ai eu la faveur d'être élu comme député provincial pour la législature 2018. Et de là, j'ai été désigné par mon parti pour le représenter dans le gouvernement provincial, où j'ai commencé comme animateur du portefeuille de développement rural et il a plu à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Katanga, de nous confier 2 portefeuilles à séjour, à savoir le transport et le tourisme. Je suis coordonnateur et initiateur, coordonnateur national et initiateur de l'ADFAT, Alliance des démocrates fascistes. Aujourd'hui, une ASBEL qui a pour mission de vulgariser le programme de gouvernance de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, programme sur base duquel il a été élu chef de l'État et programme par rapport auquel il sera jugé
réalisations en tant que chef d'État en 2023. ADEFAT fait non seulement la publicité des actions de Félix Antoine Tshisekedi, mais aussi ADEFAT fait beaucoup d'actions à caractère social, à caractère humanitaire, au nom et pour le compte de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, dont nous sommes des lieutenants. On trouvait que Félix Antoine Tshisekedi mérite une véritable majorité en 2023. Et c'est aujourd'hui que nous nous préparons, nous recrutons, nous formons, nous encadrons et nous allons aligner des candidats aux élections de 2023 à tous les niveaux, sauf le niveau présidentiel, où nous avons déjà un candidat naturel qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et en 2023, ADEFAT sera la première force politique en RDC, parce que ADEFAT va offrir plus de 120 députés nationaux à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour qu'à ce moment-là, il puisse avoir une véritable majorité parlementaire, des personnes engagées comme moi, des personnes aux idées claires à la politique, juste pour pouvoir répondre à l'attente de notre population, le peuple d'abord, et surtout à marcher dans la vision et dans le principe nous donné par Félix Antoine Tshisekedi, dans la philosophie que nous avons conçue et que nous appelons le fascisme. L'ensemble des idées, l'ensemble des principes et la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour un Congo fort, uni et prospère. Nous voulons savoir la motivation principale. Le jour où vous vous êtes dit, j'entre dans la politique. Vous étiez pris par la main par quelqu'un, motivé par un homme politique qui vous a fait rêver de votre jeune âge, ou c'était comme ça, je vais aussi oser? J'ai été motivé par mon père. Mon père a aimé la politique. Il fut président sectionnaire de l'UDPS, ici à Lubumbashi, à Kampemba. Et là, on était tout petit. On aimait l'accompagner, on aimait le suivre, on aimait l'écouter parler politique. Et cette passion a grandi à nous petit à petit. Et à partir de 16 ans, je me suis engagé. Ne pouvant pas adhérer officiellement à l'UDPS parce que je n'étais pas majeur, mais j'accompagnais mon père à plusieurs rencontres, à plusieurs réunions de l'UDPS. J'en ai pris goût. Alors je grandis au moment de ma majorité en adhérant officiellement à l'UDPS. Et là, c'était déjà à l'université. Et je grandis avec cette passion, je grandis avec cette lueur d'espoir qu'un jour, nous, opposants de l'époque, nous pouvions renverser la tendance, arriver à lutter et à obtenir le pouvoir par des voies pacifiques et à le gérer selon la loi, selon les normes prescrites. Et ça, c'est ma motivation. Donc le premier à m'amener dans la politique, c'est mon père. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs personnes qui m'ont tiré, entre autres Freddy Pindi, ancien président ou premier président de la Ligue des Jeunes. Avec lui, j'ai beaucoup cheminé, j'ai beaucoup appris. J'ai vu son sens de dévouement, j'ai vu son combat et il m'a beaucoup inspiré, je l'ai suivi. Aujourd'hui, j'ai plusieurs mentors, parmi lesquels son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, que j'ai accepté, que j'ai aimé et que j'ai choisi avant qu'il ne soit candidat président de la République. Étienne Tshisekedi est mort sans conquérir le pouvoir qu'il avait tant cherché, un véritable combattant, un véritable opposant engagé. Et il est parti, c'est son fils aujourd'hui qui est au pouvoir. Dans toutes ces années que vous avez passées dans l'UDPS, vous aviez une détermination, un engagement
une assurance qu'un jour, vous aurez ces pouvoirs et par quels moyens? Vous vous disiez quoi à cette époque? Notre slogan dit beaucoup. Tenons bon, UDPS vaincra. Nous avions espoir, nous avions la conviction, la nette conviction qu'un jour, UDPS devait arriver à renverser la tendance, à vaincre la dictature et à prendre le pouvoir par des voies pacifiques, parce que nous sommes un parti non violent. Ça, c'était une lueur d'espoir qui germait en nous. Et aujourd'hui, lorsque c'est arrivé, ce n'est pas une surprise, parce que nous étions préparés à cela. Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, nous disait toujours que nous devions tenir bon parce que la dictature devait prendre fin dans notre pays, devait arriver à son terme. Et qu'un enfant de l'UDPS devrait être hissé au plus haut sommet du pouvoir et nous devions prendre le pouvoir. Aujourd'hui, c'est arrivé par coïncidence, par son fils. Et nous en sommes très fiers parce qu'il est un gardien du temple. Tous les enseignements que nous avons emmagasinés du Sphinx, aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi en est le gardien et il en est aujourd'hui la personne par qui nous pouvons appliquer, par qui nous pouvons vivre toute la philosophie d'Étienne Tshisekedi. Honorable, ici vous dites que vous étiez préparé pour conquérir ce pouvoir, pour vaincre un jour. Mais aujourd'hui, les gens estiment que l'UDPS n'a pas su préparer des gens pour prendre le pouvoir ou être au pouvoir aujourd'hui. Vu quelque part les comportements de certains militants de l'UDPS, c'est tout le temps sur la rue, c'est tout le temps les revendications. Les gens estiment que les gens n'étaient pas préparés pour exercer le pouvoir. Et pour preuve, l'UDPS n'a pas su sortir beaucoup de députés, voire au niveau national. Je fus moi-même candidat. Si l'UDPS n'a pas présenté assez de candidats ou assez de députés, des élus, cela n'est pas à cause de l'impréparation ou du manque de réalisme. C'est parce que le contexte dans lequel nous avons milité pour avoir le pouvoir était un contexte tel que nous étions défavorisés. Tenez, sur 30 jours de campagne, personnellement, je n'ai pas eu à battre campagne pendant toute la période impartie parce que l'ANR était derrière nous. Nous avons été arrêtés plusieurs fois pendant la période de pré-campagne et pendant la période de campagne. Nous étions intimidés, nous étions arrêtés. Ça ne nous a pas facilité la tâche pour que nous puissions nous préparer ou pour que nous puissions battre campagne correctement. Et qu'à cela ne tienne, nous avons toujours été présents. Et ce que nous avons présenté aujourd'hui comme gagnant, comme député, ça vous montre juste l'ossature de ce que serait l'Assemblée si nous aurions la majorité, si nous aurions eu la majorité. Mais il faut garder votre mal en patience parce qu'en 2023, nous aurons des premières élections démocratiques, libres et transparentes en République démocratique du Congo, où les meilleurs vont réellement l'emporter. Celle de 2018 n'était pas transparente, démocratique? Si, elle n'était pas démocratique, elle n'était pas transparente. Mais vous êtes élu de ces élections, vous êtes sorti député. Qu'à cela ne tienne, c'est parce qu'il était impossible de pouvoir tricher à tous les niveaux et de pouvoir tronquer les résultats à tous les niveaux. Jean-Louis Kalamba, j'avais des amis, j'avais des membres du parti qui étaient dans le centre de compilation des résultats. Les résultats présidentiels ont été compilés. Les résultats des élections législatives provinciales ont été compilés. Nous en avons les preuves. Mais aux élections de la législative nationale, Dieu seul sait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, il faut qu'on dise la vérité en face pour que plus jamais cela n'arrive encore.
C'est vrai qu'avec la machine à voter, après mes recherches faites, au même moment qu'on a imprimé la fiche des résultats issus de la machine à voter, les résultats étaient connus pour ce bureau-là. Et la compilation ou les dépouillements manuels qui étaient faits, c'était pour comparer les résultats obtenus par la machine d'une façon électronique et automatique et les résultats manuels. Ce qui veut dire, la centrale électorale avait les résultats de tous les bureaux, de tous les centres de vote dans moins de 24 heures. Parce que chaque machine avait une puce avec le data et les résultats ont été envoyés au serveur juste après les opérations de vote avant l'impression de la fiche des résultats. Donc la centrale électorale a des résultats réels pour les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Mais ce à quoi nous avons assisté ne reflète pas toujours la réalité. Pour les élections nationales et même pour les élections législatives provinciales dans certaines circonscriptions. Plus jamais l'UDPS voudra que cela arrive. En 2023, nous pourrons utiliser encore la machine à voter, mais le serveur sera nettoyé. Tous les observateurs, tous les partis politiques auront droit à l'accès au serveur pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui y est inscrit et qu'est-ce que ça nous donne comme résultat. Et ça, c'est la chose à laquelle nous n'avons pas assisté ou la chose qui ne nous a pas été accordée en 2018. Vous pensez que les gens peuvent faire confiance à ce que vous dites? Et comment voulez-vous que les gens fassent confiance à ce genre de déclarations? Nous avons vécu les élections en 2006, en 2011, parce que l'UDPS n'avait pas pris le pouvoir. Les élections ont été truquées, les élections ont été mal faites. En 2018, l'UDPS prend le pouvoir. La présidentielle, c'est bon, parce que c'est Fachi qui est passé. Nationale, c'est pas bon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de députés de l'UDPS. Législative, c'est bon, parce qu'il y a assez de représentativité dans les assemblées provinciales. Vous voulez être partout. Si les autres passent, c'est pas bon. Si vous êtes là, c'est bon. Lorsque les règles des jeux sont claires, elles sont définies en amont et qu'elles sont suivies pendant tous les jeux, lorsqu'on échoue, on accepte sa défaite. Mais lorsque les règles n'ont pas été suivies, que voulez-vous qu'on fasse? Jusqu'à ce jour, Félix Antoine Tshisekedi, élu président de la République démocratique du Congo, a les preuves qu'il a été élu. Parce que nous avons nos fiches des résultats. Nous avons nos PV, bureau par bureau, au moins à 90%. Nous en avons. Je suis parti en contentieux parce que j'étais candidat député provincial et national. Au niveau national, je suis parti en contestation. J'avais réuni au moins 90% des PV, des bulletins, des bureaux de vote. Ça n'a pas été considéré. Ça n'a pas été considéré. Pour une raison d'ordre juridique, bien sûr. Ma requête a été déclarée irrecevable parce que la personne qui avait donné mandat n'était pas compétente. Okay. Je suis juriste, j'acquiesce et j'accepte ma défaite. Mais pour les élections présidentielles où Félix Antoine Tshisekedi est désigné président, nous en avons les preuves. Et nous savons que c'est lui qui a été élu. Celui qui conteste n'a qu'à nous donner une preuve contraire. Il y a eu un procès en contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle. L'UDPS a prouvé que Félix Antoine Tshisekedi était élu. Non pas sur base des données de la CENI, c'est-à-dire les données internes de la CENI, mais sur base des PV qui étaient distribués à chaque témoin de l'UDPS qui était dans le bureau. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous a prouvé le contraire. Et nous ne pouvons pas avoir froid aux yeux de dire
que Félix Antoine Tshisekedi a été réellement élu chef de l'État, président de la République démocratique du Congo. Ceux qui allèguent le contraire, ils n'ont qu'à nous prouver. Nous avons ouï dire qu'il y aurait des vrais résultats, il y aurait un accord qui aurait fait que Félix Antoine Tshisekedi soit proclamé alors qu'il n'a pas été élu. Alors maintenant que nous avons rompu la coalition FCC-Cash, je demanderai à nos détracteurs de nous présenter cet accord. On ne l'a jamais présenté. Donc, nous croyons en nous-mêmes. Vous ne reconnaissez pas qu'il y a eu accord quelque part un jour? Accord après les élections, parce que nous avons été élus, oui. Et c'était un accord des principes par rapport à la gouvernance dans la coalition. Et cet accord est bien signé par deux personnes. Honorable Jean-Marc Kabunda Kabund pour les comptes du cash et Honorable Mouilagna pour les comptes du FCC. Cet accord existe. On ne le nie pas. Et c'est cet accord que nous avons rompu en déclarant la dissolution de la coalition FCC-Cash. Et celui-là, entre l'ancien président Joseph Kabila et le nouveau président Félix Tshisekedi, vous ne le reconnaissez pas? Il n'en existe pas. Ils n'ont jamais discuté quelque part? Discuter n'est pas avoir un accord. En présence de plusieurs présidents africains qui étaient témoins, ainsi de suite? Ah, il y en a deux qui ont nié avoir assisté à une quelconque discussion, à un accord entre des opposants, entre un opposant et un président en exercice en RDC. Il y a deux qui ont renié, qui ont refusé cela. Donc il ne faut pas nous amener sur un terrain des allégations fortuites et infondées. Il faut nous présenter des choses réelles avec des soubassements et avec des preuves. Vous ne trouvez pas que cette coalition vous a mis en retard par rapport à la gouvernance et à la réponse de besoins de la population? Je ne pense pas, parce que nous avons eu 32 ans de dictature avec Mobutu. Ça ne nous a pas mis en retard pour pouvoir espérer et obtenir le pouvoir. Nous en avons eu 18 ans avec Joseph Kabila, 3 ans avec Mouzé. Ça ne nous a pas mis en retard pour que l'état des droits soit aujourd'hui effectif. Il n'a jamais été tard de bien faire. Aujourd'hui, il nous reste 3 ans avec tous ceux qui acceptent de fédérer à l'idée du peuple d'abord, à l'union sacrée pour la nation congolaise. Nous allons cheminer ensemble et 3 ans suffiront pour montrer à notre peuple que lorsqu'il y a la volonté, nous pouvons mieux faire. Est-ce que vous n'avez pas entendu comme moi quelques bouches de Congolais qui se découragent déjà? Vous avez parlé des 32 ans de Mobutu. Vous avez parlé des 18 ans de Joseph Kabila. C'est comme un enfant qui est resté toute la journée en famille. Il voit son père venir le soir dans l'espoir de manger et se rassasier. Mais les papas arrivent, commencent à dire à cet enfant, patiente encore. Parce que les autres ne t'avaient pas donné à manger, donne-moi le temps, tu vas manger. Ce discours, est-ce qu'il est les bienvenus? Mais ce n'est pas ça le discours que nous avons. Nous ne disons pas à la population, attendez, parce que les autres ne vous ont pas suffisamment donné, attendez, donnez-nous le temps. Non, nous disons, nous les faisons aujourd'hui. Et en 2 ans déjà, on ne s'est pas palpé quelques réalisations? Non, il y en a beaucoup. Il faut être de bonne foi. Aujourd'hui, la RDC a repris sa place sur la sphère diplomatique internationale. Aujourd'hui, vous êtes fiers d'être appelé Congolais à l'étranger. Ça n'a pas été le cas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ici, tout près de chez nous en Zambie, lorsqu'on parle d'un Zaïrois ou d'un Congolais, vous savez, le sens qu'on accorde à ces qualificatifs. Allez en Angola, quand on parle des Zaïrens, des Zaïrois, vous savez ce que ça signifie. Mais aujourd'hui, quand on parle d'un Congolais, partout en Afrique, tout comme à l'extérieur, on voit quelqu'un qui vient d'un pays dirigé par un grand homme, un homme de leadership, un homme sincère, honnête, Félix Antoine Tshisekedi. Et nous sommes respectés. Et ça, ce n'est pas des avancées, ça, vous ne voyez pas. Aujourd'hui... Est-ce que vous trouvez que les Congolais ont besoin de ça ou ils ont besoin du social? Aujourd'hui, mes frères qui habitent Tchéla, mes frères qui habitent Banzangungu, mes frères qui habitent Kachelo, Lonchi ou Kipusha, ils étudient gratuitement à l'école primaire. Ça n'a pas été le cas depuis belle lurette.
Ce n'est pas des avancées. Peut-être vous qui avez des enfants qui étudient dans Bien les que les écoles. enseignants se plaignent parfois pour un pays. Non, 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 non. Il y a à boire et à manger là-bas parce que au même moment que le chef décrète la gratuité de l'enseignement, au même moment, des fossoyeurs, des fraudeurs ont multiplié le nombre des enseignements NU pour engager ou pour faire engager leurs frères, leurs sœurs dans l'enseignement ou bien dans la fonction publique. Nous sommes au courant de ça. Et l'IGF est en train d'abattre un travail de titan pour déceler toutes ces personnes frauduleusement engagées et de pouvoir présenter leur cas devant la justice. Donnez-nous juste un peu de temps, que l'IGF termine son travail. Vous verrez que la somme ou l'enveloppe salariale qui est prévue aujourd'hui pour les enseignants du secteur privé et public, elle est largement suffisante pour couvrir toute la République. Seulement, il faut un travail de nettoyage. Il faut élaguer toutes ces personnes qui sont embauchées par-ci, par-là et qui sont encore sur les listes de l'enseignement primaire. Nous allons le faire. Je disais, vos enfants étudient peut-être dans une école privée, vous ne sentez pas le bienfait, vous ne savez pas calculer le bienfait de la gratuité. Mais moi, j'ai eu la chance, en tant que responsable de développement rural au sein du gouvernement provincial du Haut-Katanga, j'ai eu cette chance de faire l'intérieur. On ne parle que Fachi. On ne parle que de Fachi. Parce qu'avec la gratuité, tous mes frères congolais qui n'étaient pas à même de scolariser leurs enfants peuvent aujourd'hui les scolariser gratuitement parce que Fachi l'a décrété. Avec quelle infrastructure? Aujourd'hui, dans les classes où il y avait 40 élèves, c'est plus de 80. Comment un enseignant peut dispenser les cours dans une classe parce que c'est gratuit? Amenons les enfants à l'école, les salles sont débordées, les écoles sont débordées. Nous avons cru parce qu'on nous a dit qu'il y avait un programme de 1000 écoles par an. En décrétant la gratuité de l'enseignement, nous avons cru que ces 1000 écoles par an existaient. Et dans 5 ans, il y avait au moins 5000 nouvelles écoles construites. Dans tous les C'est maintenant que nous réalisons que c'était un leurre. C'était un mensonge. Alors nous nous y mettons et avec Fachi, la construction des écoles a déjà commencé. Donc, il fallait que la gratuité soit décrétée pour que nous découvrions ce mensonge et que nous sachions que nos enfants n'étudient pas dans les bonnes conditions parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc nous ne pouvons pas regretter d'avoir décrété la gratuité, mais plutôt nous encourageons le chef de l'État à continuer avec ce processus et à nous donner des infrastructures convenables, des infrastructures dignes de son nom pour que nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs puissent étudier dans les bonnes conditions. Avant qu'on revienne sur Adifat, parce que ça nous intéresse, vous avez dit ici que ça serait dans quelques années, 1 ou 2 années, 2 ans. Dans quelques mois. Dans quelques mois, ça sera un grand regroupement politique qui pourra fournir plus de 120 députés en 2023. On va y arriver. Parlons d'abord Union Sacrée. Comment avez-vous accueilli ce discours du président de la République lorsqu'il annonçait les consultations, l'Union Sacrée, et il parlait en quelque sorte de la rupture de la coalition FCC-Cash. Là où vous avez suivi ce discours, comment l'avez-vous jugé? Je l'ai jugé par rapport à ce que mon père me disait toujours, que la politique était l'art du génie. Si vous n'êtes pas génie, autant mieux aller faire autre chose. Et le président Fachi m'a convaincu. En présentant la philosophie, les concepts et l'idée de l'Union Sacrée, qui ne devait pas encourager un débauchage, comme beaucoup le prétendaient, des députés d'un camp vers l'autre, mais qui était plutôt une philosophie à laquelle on pouvait adhérer, quel que soit son bord politique. Ça, c'est un coup de génie. Et c'est
la première réussite d'un enfant de l'UDPS par rapport à tout ce que nous avons emmagasiné comme enseignement du Sphinx. J'ai accueilli cette idée vraiment avec espoir, avec conviction que ça y est, c'est parti pour le décollage de la RDC. Et vous voyez aujourd'hui combien changent leur mentalité, leurs idées, leur façon de concevoir la politique, parce que le chef a présenté très démocratiquement, sans imposition, sans dictat, il a juste présenté la façon dont il conçoit la gestion de la République démocratique du Congo au niveau national comme au niveau provincial, et les résultats, vous les voyez. 24 gouverneurs sur 26 que la RDC possède ont adhéré à l'Union sacrée. Un, parce qu'il est frère biologique du sénateur à vie Joseph Kabila, il ne pouvait pas se prononcer ouvertement. Mais dans son fort intérieur, il a déjà mordu à l'hameçon. Il fait partie. Comment vous le savez? Comment vous pouvez un deuxième, avoir une telle affirmation? Parce qu'il est déchu par son assemblée provinciale. L'intérimaire ne pouvait pas signer en tant que gouverneur. C'est pourquoi il y en a 24 qui ont signé. Est-ce qu'ils ont été sincères, selon vous? À lire juste leur expression de visage, ils étaient sincères. Et jusqu'à aujourd'hui, à voir la façon dont ils se comportent, ils sont vraiment sincères. Et comment pensez-vous qu'ils se sentent comment en ce moment envers leur famille politique? Le chef de l'État a dit comment ils doivent se sentir. Lorsqu'il a reçu la veille de la Saint-Sylvestre les députés nationaux de l'Union sacrée, il leur a dit, je sais que vous êtes frustrés. Dans vos familles respectives, on vous traite de traîtres, mais vous n'êtes pas des traîtres parce que vous n'avez pas trahi vos électeurs. Vous n'avez pas trahi vos bases qui vous réclament d'adhérer à l'Union sacrée. Vous voyez aujourd'hui mon grand frère Mende qui vous dit, ma base m'a dit que je dois adhérer à l'Union sacrée et j'obtempère. Mon grand frère Ngoïka Sange, qui vous l'avez bien digéré, qui s'en était pris au chef de l'État il y a 2 semaines. Il vous dit, ma base m'a appelé, elle m'a convaincu que j'adhère et j'adhère. Nous le digérons très bien. C'est ça le fascisme. Le fascisme, c'est le tshisekédisme modéré, le tshisekédisme tempéré. Nous supportons tout le monde, nous accueillons tout le monde. Seulement, il faut suivre la ligne de conduite, il faut suivre la philosophie, il faut suivre le précepte édicté par les fils du Sphinx, qui n'est rien d'autre qu'un deuxième Sphinx que la République démocratique du Congo est en train de connaître, et vous serez jamais en porte-à-faux avec votre base, avec votre population. Et ça, c'est un message que nous lançons à tous nos frères et sœurs, politiciens, députés, responsables des regroupements et des partis politiques, de tous bords que vous soyez. Venez adhérer à cette idée, adhérer à cette philosophie. Ce n'est pas un regroupement politique, l'Union sacrée. Ce n'est pas un parti politique. C'est juste une mentalité. C'est juste une nouvelle façon de concevoir la gestion saine de la République et de vos provinces respectives. Venez-y nombreux, vous ne serez jamais indexés, vous ne serez jamais déçus et vous ne serez jamais stigmatisés ou fustigés. Honorable, certains politiques estiment que c'est de l'incapacité de gérer, cette façon d'étendre la main à tout le monde. Venez, restons ensemble, dirigeons ensemble pour l'intérêt du peuple congolais. Ils estiment que c'est de l'incapacité de gérer de la part du président de la République. Est-ce qu'il ne pouvait pas passer outre cette idéologie au lieu de rassembler tous ces gens? On parle des gens qu'il avait déçus à Genève, Moïse et les autres aujourd'hui sont à côté de lui. Les gens même du FCC que vous avez longtemps décrié dans la mégestion de ces pays, dans les détournements, dans les tueries. Aujourd'hui, vous leur tendez la main, vous trinquez avec eux de coupes de champagne. C'est quoi cette politique que vous présentez aux Congolais aujourd'hui? C'est ça, même le bien fondé du fascisme. Le fascisme, c'est une philosophie
selon Félix Antoine Tshisekedi, qui est fondé sur le pardon, qui est fondé sur la considération des valeurs qu'incarne l'autre. Nous faisons fi les antivaleurs qui le caractérisent. Nous faisons fi les antivaleurs dans lesquelles il a pataugé, mais nous voyons ce qu'il a de meilleur à offrir à sa nation, ce qu'il a de meilleur à offrir à sa population. Ça, c'est le fascisme. C'est nulle part ailleurs. Et lorsque nous pouvons nous pardonner mutuellement, nous pouvons mieux nous développer. Aucune grande nation ne s'est développée sans pardon. Quand on parle de la révolution, ce n'est pas seulement une révolution physique, c'est aussi une révolution mentale. Lorsque une personne qui hier était Saül change et devient Paul, qui sommes-nous pour refuser sa conversion? Mais nous allons observer cette conversion à travers les actes. Dans le fascisme, nous n'avons pas un jauge pour nous permettre de pouvoir trier en jaugeant qui a réellement changé sa mentalité et qui ne l'a pas fait. Nous acceptons tout le monde. Même Jésus l'a dit. Mais vous connaissez les comportements de tout un chacun quand même. Oui, oui. Nous connaissons l'ancien comportement de tout un chacun. Et qu'est-ce que mais nous ne connaissons pas changer encore les futurs comportements de tout un chacun. Alors, le fascisme nous pousse d'abord à accepter tout le monde, avec ses défauts, avec ses qualités. On lui donne la bonne prédication du fascisme, avec l'idée de l'union sacrée, et nous les observerons à travers les actes. On l'a dit à tous les gouverneurs, ils ont 3 mois. Et chaque 3 mois, ils seront évalués, ils seront examinés. On va voir si la graine du fascisme, sur la graine de l'union sacrée plantée en eux à travers ce séminaire de 2 jours par le chef de l'État, est-ce que ça évalué et examiné par qui? Par le chef de l'État. Parce que tous les gouverneurs sont ses représentants en province. Ce sont eux qui doivent traduire sa philosophie. Ce n'est pas le travail des assemblées provinciales? Mais l'Assemblée provinciale, d'une façon réglementaire, d'une façon constitutionnelle, a ses missions. Oui, l'Assemblée a aussi la mission de contrôler toutes les institutions provinciales. C'est vrai. Vous avez la Cour des comptes qui a aussi le pouvoir ou la mission de contrôler les comptes de la province. Mais le chef de l'État, à travers son ministre de l'Intérieur, gère les gouverneurs au quotidien. C'est sa mission constitutionnelle. Il est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, y compris l'institution gouvernement provincial animé par un gouverneur. Donc, c'est son droit, c'est sa responsabilité de s'assurer que les provinces sont bien gérées par les personnes qui ont reçu l'ordonnance signée de ma main pour les investir gouverneurs de province. Voilà, on est en train d'avancer. Honorable Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba, aujourd'hui ils ont accepté l'appel du chef de l'État. Fayoulou est resté de l'autre côté, Mouzito, ils sont dans leur camp. Pour peu de temps, ils seront là avec nous d'ici quelques périodes. Vous êtes sûr? Si. C'est quoi cette assurance que vous avez? C'est quoi cette conviction? C'est la même conviction que j'ai eue avant-hier en disant que mon frère Ngoïka Sanji et mon grand frère Lambert Mende vont nous rejoindre dans l'union sacrée. Et ils nous ont rejoints. C'est avec la même assurance que j'ai dit, je donne juste quelques semaines à Adolphe Mouzito et à... Vous voulez gérer le pays sans opposition? Mafa. Non. C'est ainsi qu'il faut mieux connaître l'UDPS. Parce que chez nous, à l'UDPS, nous n'avons pas la politique de la pensée unique. Chez nous, à l'UDPS, ce que vous appelez des ordres, ce que vous appelez tiraillement de gauche et de droite à l'UDPS, c'est juste l'expression de la démocratie. Donc chez nous, lorsqu'on n'est pas d'accord avec telle position prise par qui que ce soit, même si c'est par le chef, nous nous exprimons. On nous donne la chance de donner notre façon de voir les choses. Et si notre façon est la meilleure, les chefs acceptent. C'est ça l'UDPS.
Donc nous ne sommes pas obligés de nous afficher comme opposants pour se dire, alors là, nous pouvons inquiéter. Même si ça va l'amener à la violation de la Constitution. Où nous pouvons contrôler ceux qui dirigent. Non. Non. Nos églises évoluent bien. Ce sont des institutions, corps qui regroupent beaucoup de fidèles. Il n'y a qu'un seul pasteur qui donne la prophétie, qui donne l'enseignement et le fidèle accepte. Mais le fidèle va pratiquer ce que le pasteur enseigne chez lui à la maison. Le pasteur n'est pas là. Ça sera comme ça avec l'union sacrée. C'est une philosophie, c'est un ensemble de principes, de préceptes pour la gestion saine de la République. Et chacun doit aller appliquer cela dans son sphère, dans son rayon d'action et dans ses responsabilités. Cela ne veut pas dire que parce qu'on est union sacrée, ou on est dans la vision de l'union sacrée, nous ne pouvons pas nous opposer entre nous. On le fera et on le fera toujours. Mais on va le faire en tant que partenaire politique, pas en tant qu'ennemi. Et cette fois-là, il ne faut pas crier au blocage, encore une fois. Non, nous avons eu blocage parce que on nous a présenté une cour avec 2 boucs. Ça ne marche jamais. C'est-à-dire? Ah oui, dans notre cours FCC Cash, on a voulu que nous ayons 2 leaders. D'un côté, Félix Antoine Tshisekedi et de l'autre, Joseph Kabila. Ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher. C'était la volonté de qui? J'ai dit, on a voulu nous présenter, alors que ce n'était pas le cas. Il y avait un seul leader, il y avait un seul chef, c'était Félix Antoine Tshisekedi. Je l'ai dit à travers plusieurs émissions avec vos confrères, j'ai dit la coalition FCC Cash tient de la volonté d'une personne, Félix Antoine Tshisekedi d'abord, et d'une autre personne, ensuite Joseph Kabila. Il n'y a que eux deux qui pouvaient se décider et dire je quitte la coalition et la coalition partirait. Et vous avez vu les leaders numéro 1 de la coalition s'est retiré et la coalition est tombée. Donc aujourd'hui, dans l'union sacrée, nous avons un seul leader. Il n'y en a pas 2. Il n'y en a pas 3. C'est Félix Antoine Tshisekedi qui nous lead, qui nous guide à travers son principe, à travers son précepte, l'union sacrée. Et tout le monde y adhère. Il n'y a pas de cahier de charge. Vous avez une conviction pour Lambert Mende, une conviction pour Ngoï Kassanji, une conviction aujourd'hui, vous le déclarez pour Fayulu Muzito. Est-ce que vous n'en avez pas une autre pour Joseph Kabila? Non, lui, il est dans l'union sacrée. Comment ça? Il est dans l'union sacrée. C'est le premier qui a d'abord adhéré, qui a d'ailleurs adhéré. Où ça et quand? Comment? C'est un état d'esprit. Est-ce que vous voyez Joseph Kabila s'opposer au principe de l'union sacrée? Son frère l'a manifesté? Non. Non. Vous venez de le dire. Il y a eu 2 documents. Il y a un document d'engagement au principe et un document d'adhésion. Il a signé le premier document d'engagement au principe de l'union sacrée. Il y est. Mais le deuxième document d'adhésion manifeste, il ne l'a pas fait. C'est pourquoi je vous dis, il est avec nous. J'ai dit à tous les Tanganiquais que votre gouverneur, notre gouverneur, si je vis là-bas, Zoé Kabila est avec nous dans l'union sacrée. Le sénateur à vie, Joseph Kabila, est avec nous dans l'union sacrée. Nous avons des fuites d'informations. Mais il a reçu, s'il vous plaît, affirmation, s'il vous plaît. Oui. Nous avons des fuites d'informations. Il a tenu plusieurs rencontres avec les membres de l'ancienne FCC, ou de l'ancien plutôt FCC en décomposition aujourd'hui, et nulle part il leur a dit n'allez pas adhérer à l'union sacrée, à personne. C'est parce qu'il croit dans l'union sacrée. Il croit dans la gestion saine de la République avec Félix Antoine Tshisekedi. C'est pourquoi il ne s'y oppose pas. Et il ne s'y opposera jamais. Il y a ceux-là qui ont adhéré, et là on apprend qu'ils n'ont pas le courage de rentrer dans leur... de passer même par leur siège de parti politique.
parce ils ont adhéré à l'Union sacrée. Mais depuis quand un charlatan qui adhère au christianisme peut encore passer voir son marabout? Alors, quand on adhère à l'Union sacrée, on ne rentre plus dans son parti politique. Non, on rentre dans son parti... On ne participe plus aux réunions. On rentre dans son parti politique si son parti politique travaille dans l'intérêt du peuple d'abord. Mais si dans son parti politique, le principe n'était pas celui-là, on ne peut pas y rentrer. Il y a beaucoup qui rentrent et qui y occupent encore des fonctions. Voilà, on est en train d'avancer, honorable. Touchons aussi à la question de la DEFATS. Parlez-nous de réalisation. L'Alliance des démocrates fascistes. L'Alliance des démocrates fascistes. Réalisation et la stratégie de comment faire pour en faire, permettez-moi, un grand regroupement politique dans les quelques minutes qui nous restent. En tout cas, je suis très mal placé pour vous donner nos stratégies ou pour nous dévoiler nos stratégies. C'est difficile et c'est impossible parce que ce sont celles-là qui vont nous aider à devenir demain un grand regroupement en République démocratique du Congo. Ça, nous gardons pour nous-mêmes. Mais nous pouvons juste vous présenter quelques idées et quelques réalisations. ADEFAT est créé il y a à peine 6 mois et ADEFAT est déjà implanté sur la moitié de l'étendue nationale, dans plus de 12 pays, dans plus de 35 villes et territoires. ADEFAT est bien installé. Vous allez à Kamina, vous allez à Kalemi, vous allez à Lubumbashi, à Likasi, à Kananga, à Chikapa, à Kinshasa, à Matadi, à Tchela, à Banzangungu, à Goma, à Walikale. Vous allez trouver ADEFAT bien installé, tel que vous voyez. C'est votre vision ou c'est la vision du chef de l'État? C'est ma vision. Mais cette vision, je l'ai juste calquée sur la vision du chef de l'État. Parce que je suis son lieutenant. Je ne suis que celui qui suit les idées de Josué. Moïse étant parti, nous avons aujourd'hui un Josué qui nous amène vers la terre promise. Il croit en vous? Il croit en moi. Les jours que vous aurez l'occasion de le rencontrer, posez-lui la question, il vous dira, je crois en celui-là. C'est mon véritable lieutenant. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas encore compromis. Et il le sait. J'ai eu quelques témoignages qu'il vous connaît personnellement et il vous aime bien. Merci beaucoup. Si cela vient de vos recherches, je suis plus que réconforté. Honorable, vous êtes fils de cette province. Vous nous avez parlé de... Né et grandi dans cette province. Ici, Likasi, Kampemba, vous connaissez bien Lubumbashi. Ce genre de problème, jamais vécu dans notre milieu. Les gens meurent, on viole. C'était Kasumbale, ça et Lubumbashi. Aujourd'hui, ça descend à Likasi. Kipushi commence à avoir peur et ça peut atteindre toute la province. Il y a quelques jours, on semblait bien dormir. Mais là, on commence à parler d'une deuxième vague. Dites-nous votre lecture face à cette réalité dans notre province. Notre lecture, c'est celle que fait tout Haut-Katangais ou tout Congolais qui vit dans les Haut-Katanga, comme partout ailleurs. Nous déplorons et nous décrions, nous condamnons avec la dernière énergie cette insécurité criante et grandissante dans notre province. C'est vrai qu'en tant que membre du gouvernement, je sais que la sécurité relève du pouvoir central, du pouvoir national. La police, l'armée, ce sont des services du pouvoir national. Et les gouverneurs de province, comme son gouvernement, n'en sont que des superviseurs. Il y a plusieurs choses qui doivent être faites pour que l'insécurité puisse être combattue avec la dernière énergie et qu'elle puisse réellement être rabaissée.
parce que la criminalité zéro n'existe pas. Mais en tant qu'intellectuel, je comprends que la criminalité est grandissante dans des villes qui sont prospères, dans des villes qui sont économiquement fortes. Ça, c'est vrai. Mais il y a possibilité que nous puissions décourager ce malfrat. Et ça, c'est un message que j'ai toujours lancé à la population lorsqu'on parle de l'insécurité. Ceux qui nous tuent aujourd'hui, ceux qui nous violent et qui nous maltraitent, ce ne sont pas deux anges qui viennent du ciel. Ce sont des Congolais qui vivent ici avec nous. Et pour la plupart, ils sont connus et des services de sécurité et de la population avoisinante, mais ils ne sont pas dénoncés. Peut-être c'est parce que dans leur famille, ils n'ont pas encore connu ce cas de viol, de tuerie, de cambriolage. Mais j'ai dit aux membres des familles qui hébergent ces criminels que demain, ça peut être votre cas. Ça peut être votre tour. Un criminel, d'ailleurs, peut aussi venir voler chez vous. Nous devons tous nous unir comme un seul homme derrière les autorités de la province, les gouverneurs de province, le ministre de l'Intérieur, notre assemblée provinciale. Nous devons tous nous unir pour que nous puissions combattre ce fléau, premièrement en dénonçant ce malfrat. Dans nos quartiers, nous savons toujours que chez les tels, ils ont un frère qui n'a pas un comportement pas trop bon, ou qui a un comportement pas trop bon. Nous les connaissons. Pourquoi nous ne pouvons pas le dénoncer? Alors, lorsqu'on ne dénonce pas et que demain on est victime, ça fait mal. C'est juste parce qu'on n'a pas dénoncé l'autre pour que l'autre qui devrait venir nous insécuriser ait peur et fuir. La population okatangaise, dénonçons ces malfrats, décourageons-les. On peut mieux doter notre police et notre armée des jeeps, des tenues, des balles, des armes, mais tant que nous faisons face... Lesquels services sont parfois accusés. Nous faisons face aussi à un ennemi qui n'est pas connu, qui n'est pas visible, donc qui est connu mais qui n'est pas visible. Parce que nous ne savons pas quand et comment il peut venir opérer. Alors nous devons nous souder et nous devons dénoncer ceux-là que nous connaissons. Vous verrez que les autres qui ne sont pas encore dénoncés fuiront ou ils vont se neutraliser d'eux-mêmes. La deuxième chose, c'est un message à nos services de sécurité, nos services de renseignement. Ce ne sont pas des services où on entre pour s'enrichir. C'est un apostolat, au même titre que nous, politiciens. Nous ne devenons pas politiciens pour nous enrichir. Sinon, nous devons tous aller faire le commerce et les affaires. Lorsque vous acceptez de servir la nation sous les drapeaux, faites-le de tout cœur, faites-le avec abnégation. Mais lorsque nous voulons le faire pour nous enrichir, nous pouvons être tentés, je dis bien, nous pouvons être tentés à avoir un comportement peu catholique, un comportement de nature à pouvoir nous exposer à la cupidité et à la convoitise. Si vous n'avez pas ces cœurs d'abnégation, ces cœurs de servir sous le drapeau avec amour de vos compatriotes, abandonnez, laissez le rang vide et que l'État fasse adhérer des Congolais soucieux de sécuriser leurs frères. Si nous le faisons, je pense que les choses vont changer. Au lieu de remplir nos rangs de personnes inconscientes, de personnes qui portent la tenue et qui se présentent demain sur la rue avec espoir de pouvoir s'enrichir, avec espoir de pouvoir devenir grand, devenir honorifique, devenir une personne remarquablement riche,
Ça, ce n'est pas la chose pour laquelle vous avez été enrôlé. Très bien. Voilà Merci. le message que Jean-Louis Kalamba, en tant qu'élu de Lubumbashi, lance à la population louchoise, à la population haut-katangaise et à la population congolaise en général. Merci beaucoup à vous, honorable Jean-Louis. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je pense que les téléspectateurs sont édifiés. Ils ont tiré quelque chose de bon. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous recevons M. Jean-Louis Kalamba Nguindou. Il est élu de Lubumbashi, commissaire provincial de transport et tourisme, doctorant en droit constitutionnel, chercheur indépendant en droit électoral. Beaucoup de qualités l'accompagnent, coordonnateur national de l'association de démocrates fascistes. Alors on a eu à faire un très bel échange sur ces plateaux. Notre réalisateur va nous proposer la transition. Nous allons nous tenir debout. Je vais finir avec la dernière partie de cette émission. Je vais devoir vous poser quelques questions. Et d'une manière brève, vous allez nous répondre s'il vous plaît. Honorable, il paraît qu'IDPS Lubumbashi, vous avez déjà deux ailes. Il y a ceux-là qui sont derrière le fédéral Bruno Tshibangou. Il y a ceux-là qui se rebellent contre lui. Vous êtes de quel côté? Une très bonne question pour tous les téléspectateurs et surtout pour tous les enfants de l'UDPS et tous les fascistes. Honorable Jean-Louis Kalamba, élu de l'UDPS Tshisekedi, appartient à l'aile UDPS Tshisekedi. Et cette aile UDPS Tshisekedi, c'est l'aile légaliste. C'est vrai qu'il y a des petites guéguerres entre nous dans la famille UDPS, comme partout ailleurs. Et chez nous à l'UDPS, c'est lorsque nous sommes face à pareille situation que nous devenons plus forts. C'est une situation passagère qui ne peut en rien ébranler le mental des enfants de l'UDPS. Merci. Il n'existe qu'une seule UDPS, Fédération de Lubumbashi, dirigée par le président fédéral Bruno Tshibangou Kabaji. À qui nous présentons d'ailleurs les Les condoléances. condoléances, il a perdu sa maman et nous l'avons enterré hier. Et le président Mikobi, parce que vous l'avez cité, vous avez parlé de lui, il venait d'être nommé comme membre de la CEP provinciale. Chez nous, c'est la centrale électorale, nous l'appelons la commission électorale du parti, où il va siéger et où il siège. Il n'est pas président fédéral du parti et il n'y a pas deux ailes. La dernière question, depuis que je vous ai rencontré, j'ai été convaincu que vous étiez un homme sincère, droit, logique. Ici, on va vous demander, dans 30 secondes, qu'est-ce que vous reprochez au président de la République? Waouh! Qu'est-ce que je reproche au président de la République? Je lui reproche d'être trop bon. Monsieur le Président, en vous regardant tout droit dans les yeux, je vous reproche d'être trop bon. Trop bon parce que des fois il vous est difficile de pouvoir saisir la canne qui est entre vos mains pour frapper. Nous voulons plutôt que votre rigueur se manifeste promptement et très vite. Monsieur le Président, vous êtes des fois trop patient. Vous êtes des fois une personne qui réfléchit beaucoup avant de prendre certaines décisions. C'est bien pour un homme politique de votre trempe. Mais Jean-Louis Kalamba, élu de l'UDPS, coordonnateur national de l'Alliance des démocrates fascistes, vous demande de vous revêtir de votre casquette de commandant de bord. Un commandant de bord n'a pas d'amis, n'a pas de frères, n'a pas de copains.
tout le monde autour de lui est traité comme étant ses semblants. Frappez quand il faut. Chassez loin de vous tous ceux qui ne marchent pas dans votre direction. Nous ne voulons pas être derrière vous. Nous voulons être à côté de vous pour cheminer ensemble. Parce que si nous sommes derrière, nous pouvons vous tirer à travers votre nuque et vous risquez de tomber. Mais si nous sommes aux côtés de vous, vous pouvez mesurer la cadence de nos pas et nous pouvons cheminer ensemble. Merci beaucoup à vous, honorable Jean-Louis Kalamba. Mesdames et messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis ce soir. Route principale continue. Merci pour la confiance. Honorable, encore une fois, ça a été un honneur de partager avec vous ce plateau. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Nous sommes toujours disposés à pouvoir répondre à vos invitations et nous sommes toujours à satisfaire notre population qui aime nous écouter, qui aime connaître ce que nous pensons par rapport à son bien-être. Tenons bon, l'UDPS au pouvoir, tenons bon, l'UDPS au pouvoir. Ah, ça a déjà changé. Voilà, merci à vous et passez une excellente soirée en compagnie de Malaika Télévision. Bisous, bye.